Salut à tous et bienvenue sur What Cash, la chaîne 100% cash. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un nouveau format. Un nouveau format où on pourra vous fournir des vidéos par semaine permettant de résumer toute la semaine cash. What Cash, le weekly. Bonjour Monsieur Tego. Bonjour Cole. Comment allez-vous? Moi ça va. La semaine s'est bien passée? C'était compliqué, mais ça va. Et c'est génial. Avec énormément de catch cette semaine, avec le résumé de Clash in Paris, les deux shows Raw et SmackDown. Et on va pouvoir commencer tout de suite parce qu'il s'est passé énormément de choses et on va pouvoir commencer. Moi je vais prendre la parole sur ce que j'ai ressenti du PLE. Quand j'en avais discuté sur la dernière vidéo, j'avais dit que le PLE de Clash in Paris, c'était l'équivalent d'un Raw ou d'un SmackDown de semaine. Oui. Honnêtement et personnellement, je vais rester sur ces positions. Donc vous ne vous excusez pas, c'est ça? Non, je m'excuse pas. Ah d'accord. Je m'excuse pas sur le fait que je trouve que ça reste un match, ça reste un show. Il y a beaucoup de Français et beaucoup de fans de la WWE française Qui ont apprécié, tout à qui ont fait. apprécié et Je dis pas le contraire. qui vous diraient le contraire. Vous savez très bien que je suis peut-être difficile, peut-être Oui. le plus difficile. On a remarqué. D'où mes notes de la dernière vidéo. Mais non, je reste sur ma position dans le sens où ça reste pour moi un show. Après, éventuellement dans ce Clash in Paris, pour moi ce qui a tout fait dans ce show c'est le public. Franchement, même moi, français, je remercie la France de tout ce qu'ils ont donné dans ce PLE. Ils ont été là du début jusqu'à la fin. Et j'avais l'impression d'être dans un match de foot où Ouais. les gens supportaient leur équipe et ils se donnaient à fond. Et franchement, ça, c'était magique. Ah oui. Et pour moi, le PLE de Clash in Paris a pris toute son importance et a pris un niveau stratosphérique, Ouais. si je peux me permettre. Il y a une belle grâce au public. Franchement, pour moi, c'est le public de Clash in Paris qui a tout fait. Ah oui, carrément. Pour moi, le catcheur numéro 1 de Clash in Paris qu'il faut remercier et applaudir, c'est le public. Ok. Bah, félicitations. La WWE français, ils avaient fait le taf. Bien joué, gros. Mais c'est vrai qu'ils ont apprécié. Hein. La WWE a apprécié l'engouement du public français. Il était de taille. Oui. Il était de taille. Après, pour en revenir vraiment sur la base du PLE, j'ai pas été plus convaincu. Le match Bronson Reed, Roman Reigns, on va dire qu'il a tenu ses engagements. Ça reste un match, on va dire peut-être sympathique à regarder, mais voilà, c'est un match. C'est un match parmi tant d'autres. Voilà, un match parmi tant d'autres. Après, par contre, ce qu'il faut souligner et ce qui est important, c'est que grâce à ce match, Bronson Reed a pris un peu de visibilité. Dans le match, Bronson Reed avait énormément le dessus sur Roman Reigns. Donc je pense que ça peut peut-être lui donner quelques cartouches et le propulser un peu plus pour les shows et les PLE à venir. Donc on va dire qu'il est un petit peu monté en grade et on va dire que c'est sympathique pour lui. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, ça me donne cette impression par rapport à cette équipe The Jeune que, en fait, comment dire, Seth Rollins et, on va dire, oui, un Paul et Mind Guys, Braun Breaker l'est aussi, un Paul et Mind Guys, et même on a cette suspicion qu'à un moment, voilà, Braun Breaker va être le Paul et Mind Guys numéro 1 de Paul Heyman et trahir Seth Rollins. Mais on n'a pas l'impression que Bronson Reed soit en fait un Paul Heyman guy. On a l'impression que c'est seulement une valeur ajoutée. C'est ça, moi je suis d'accord. C'est ce que tu m'as enlevé les mots de la bouche, c'est une valeur ajoutée. Après, il faut aussi lui laisser le temps. Il avait moins de visibilité que Braun Breaker quand il est venu à NXT. Ouais. Mais après, pour en revenir au match, ça reste
Ça reste un match agréable à regarder et en plus, on sait qu'à la fin de ce match, il y a l'intervention justement de Bron Breakker, suite, notamment à l'étranglement de Roman Reigns sur, Paul Heyman. Ce qui fait que ça rajoute un peu d'engouement, mais je reste sur le fait que c'est un match qui aurait pu être remplacé par un autre. Après, ça reste toujours sympa Ouais. de regarder ce match parce qu'il y a Roman Reigns dedans. Ouais. Par contre, encore une fois, je pense que peut-être les fans sont d'accord. On voit Roman Reigns qui part avec des difficultés. Donc du coup, je pense que ça annonce que Roman Reigns ne sera pas présent pour les prochains shows et éventuellement peut-être les prochains pay-per-view. On a ensuite le match avec les Wyatt Six. J'en ai absolument rien pensé. Oui, oui, mais sincèrement, je vais prendre la main par rapport à ça. C'était un match qui aurait pu se passer à un SmackDown. Voilà, on aime beaucoup l'engouement des Street Profits qui font le taf tout le temps. Et pour une fois, le public les a accompagnés dans leur entrée avec We Want Smoke. Je pense qu'ils ont apprécié par rapport à ça. Donc encore un bravo au public français. Après, les Street Profits, à chaque fois qu'ils font un match tag team, ils font leur taf. Des sauts, des, des actions incroyables, des actions qui font soulever un public. Mais on savait que les Wyatt Six n'allaient pas perdre la ceinture à Clash in Paris. Merci aussi pour l'entrée des Wyatt Six euh, et scander le nom, le prénom de Bray Wyatt. Ça a été aussi quelque chose de vraiment très émouvant. Ce ciel étoilé de lumière dans la pénombre, c'était vraiment très beau. Bien joué pour ça. Mais ça n'allait, il y avait que ça en fait. J'ai envie de dire, c'est seulement les entrées qui ont fait froid. Le combat était là pour avoir un combat, pour dire qu'il y avait un combat de championnat pour la ceinture, mais on savait très bien que il n'allait pas perdre la ceinture ce show-là. Mais Tout à tu l'as fait. repris. Je vais prendre 2-3 mots sur le fait que je suis d'accord que ce match était un peu aussi compliqué, qu'on a vu quand même pas mal de déchets, notamment des petites erreurs de catch. La seule chose que je retiendrai de ce match, et on en reparlera peut-être dans d'autres Ouais, shows, ouais, sûr. c'est la rivalité éventuellement peut-être existante entre Angelo Dawkins et Montez Ford. Une petite friture, parce que des fois on a vu quelques petites incompréhensions, des petits mécontentements. Peut-être que ça va générer de la frustration qui vont nous amener à la suite de ça. Ensuite, on va parler d'un match, on va parler du match qui est passé entre Becky Lynch et Nikki Bella. Ouais. Euh, je suis désolé les filles, mais ce match, il n'était pas à la hauteur de... Il n'était pas à la hauteur. Ils ont rien proposé, T'as honnêtement. pas besoin de t'excuser, là. Non, mais Être incompétent, c'est. non, mais on sait que, bon, déjà, au niveau des divas, tout ça, ça a été compliqué pour les filles. Aujourd'hui, elles proposent quand même quelque chose de plus intéressant. Et là, on a une rechute. Mais je suis désolé. Niki Bella, qu'est-ce que tu viens faire ici je suis désolé. Pourquoi tu viens ici pour. On sait même pas ce que tu veux. Si t'as la ceinture, qu'est-ce que tu vas faire? Elle va rien faire du tout. Au moins, le moment où Trish Stratus, elle était revenue et que elle avait joué un rôle de heel, ça allait. Mais là, Nikki Bella qui fait son rôle de face par rapport à Becky Lynch, tu vas apporter quoi si tu récupères la ceinture intercontinentale? Tu vas rien apporter. Je suis désolé. Je suis pas agressif, mais tu vas rien apporter en plus. Et en plus, on a vu pendant le match la chute qu'elle a fait. Rien n'était synchronisé. Ça se voit que ça n'a pas bossé pendant la semaine. Après, par rapport à ça, bon, il y a tellement eu de déplacements, les live events, etc., que je pense que par rapport aux entraînements, pour les enchaînements,
tout n'était pas raccord, mais bon, c'est regrettable. Ouais. C'était pas top top. Ouais, du coup, à oublier. Ensuite, on va parler du match Sheamus face à Rusev. Moi, personnellement, j'en avais parlé dans l'ancienne vidéo où c'était carrément le match où on en avait rien à faire. Hein. C'est-à-dire qu'il était là ou il était pas là. Et il me semble que j'avais même dit que ça devait être un match à 2, voire une étoile. Je me rappelle plus trop. Mais un culpa ou pas, mais un culpa? Honnêtement, avec le show le pay-per-view qu'on a pu voir, ben finalement le fait qu'on les attende pas et que même moi, enfin le premier, hein, je les ai légèrement critiqués sur le fait que c'était pas forcément le match à voir. Ils ont quand même pas mal surpris. Ouais. Le match était propre. Ouais. Bon, ça me faisait penser un peu à un match extrême, on va dire, de l'époque où tu as le droit au kendo stick, au bâton, passer par-dessus la table. Il y avait un petit peu ce petit côté extrême. Les prises étaient bien effectuées, le match était propre, c'était de la brutasse pure entre les deux. Et des fois, c'est ce qu'on aime, on pose le cerveau, puis on regarde deux personnes qui se castagnent, et puis voilà. C'est le principe de base, normalement, d'un street fight. Il faut qu'il y ait de la castagne, il faut que ça se tape, il faut qu'il y ait des choses qui se cassent, des interactions avec le public, passer dans le public, etc., etc. La chute au-dessus des tonneaux, c'était vraiment impressionnant. Et je crois même qu'à la fin, c'est l'une des premières fois que Sheamus abandonne. Par une soumission, Rousseff a gagné, parce qu'il lui a fait une soumission. Je crois que c'est l'une des premières fois. Est-ce qu'il y aurait une suite par rapport à ça? Je me pose la question par rapport à ça. Franchement, ça a été vraiment surprenant parce que je m'étais dit que comme ils avaient fait déjà un match aller, Rousseff avait gagné un match retour, Sheamus avait gagné. Après un autre match, c'était Rousseff qui avait gagné. Je pensais que ça allait faire un quatrième match qui allait conclure le truc et que Sheamus allait gagner. Eh ben non! Là, Sheamus, il en a gagné 3. Pardon, Rousseff, merci. Rousseff en a gagné 3. Là, c'était vraiment impressionnant. Et le truc qui m'a surpris, c'est la durée du match. Le match a duré au moins 30 minutes. Le show Clash in Paris, il y a des matchs qui ont duré plus longtemps que prévu et j'ai l'impression que lui en a fait partie. Mais comme le public était vraiment très chaud, je pense que ça a duré un petit peu plus longtemps. Donc, ouais, c'était un match plutôt sympa. Et je pense qu'à mon avis, la victoire de Rousseff fait qu'on clôt peut-être leur rivalité. Après, on va en venir au match le plus important, je pense, en réalité, de la soirée, parce que c'est l'apparition de John Cena. C'est ça. Face à Logan Paul. John Cena en France. La dernière fois. Voilà, la première et la dernière, c'est certains fans. La première fois qu'ils le voient, puis la dernière en même temps. C'est ça. Donc en fait, il y a le objectif et le pas objectif. En fait, en gros, c'est vrai que forcément, quand on est là, qu'on a envie de voir John Cena, que c'est la première et qu'on sait que c'est la dernière, on a un peu tendance à tout lui pardonner. Moi, personnellement, j'ai pas surkiffé le match. Après, je vais dire que j'ai aimé le match parce que c'est John Cena et que c'est sa dernière et qu'on sait qu'il est vieillissant aussi. Lui-même l'a dit, qu'il avait certaines prises qu'il allait avoir du mal à faire, que son corps ne suit plus forcément, donc il faut quand même être un peu compréhensif. Compréhensible? Compréhensif avec les catcheurs, donc surtout avec John Cena qui est vieillissant. On a un Logan Paul, je trouve, qui a été très bon. Je trouve qu'il a offert une bonne performance. Il a bien suivi les mouvements, les techniques et il a été présent. Après, je trouve qu'il y a eu trop de moments de latence. Il y a eu trop de ralentissements. Il y a eu trop de moments où ça a joué avec le public aussi. Bon, après, en même temps, le public de France était tellement chaud que c'était, comme je vous l'ai dit, c'était limite un catcheur à part entière de ce PLE. Donc bon, on peut un peu comprendre aussi, mais je reste sur le fait que c'est un super match parce qu'il y a John Cena. C'est sa première et sa dernière pour certains. Mais après, au fond du fond, c'est pas le top, top, top. Donc, si on reste sur l'aspect du catch,
Je suis pas super hypé par le match et j'irais peut-être même un peu dur. C'est un match qu'on peut enlever. Ouais, de toute façon. Si on enlève ce sérieux et que je parle sans objectivité, bah il y a John Cena, c'est incroyable. C'est son dernier, c'est son premier, on kiffe et voilà quoi. Mais donc du coup, ouais, en étant un peu plus sérieux, sans parler d'objectivité ou autre, Oui, bien sûr, bien sûr. il a pas cassé trois pattes à un canard quoi. D'accord. Bah, moi, je vais pas être d'accord avec toi. Et c'est tout à fait normal. Ah, vous êtes un petit peu recul par rapport à John Cena et à son état. C'est pas l'Undertaker, hein. C'est pas l'Undertaker lors de son record d'invincibilité. Tu vois. Faut pas déconner quand même aussi, hein. Il a été capable de faire énormément de prises, surtout des prises qu'il ne faisait pas d'habitude. Des petits clins d'œil à tout le monde. Logan Paul a été un très bon faire-valoir. Il a été capable d'amener Cena à un tel niveau. Et il y a une chose que j'avais vue dans un des reportages de John Cena, c'est que lors d'un commentaire, je crois que c'était Paul Heyman qui avait dit, c'est que dès que Cena il rentre sur un ring, il oublie la douleur, il oublie tout. En fait. Et en fait, il est capable de faire des choses incroyables. Et le match a duré aussi longtemps que le match de Sheamus et de Rusev. Et pour tenir un match aussi long, à faire des prises aussi longues, il a enchaîné au moins une 7-8 attitude adjustment. Vous vous rendez compte, soulever quelqu'un de 100 kilos, c'est pas évident. Donc, faut le plébisciter par rapport à ça, en fait. Et donc, rien que pour ça, pour tout ce que je viens de dire, c'est un très bon match. Un très bon match. Et donc, pour la suite, donc le dernier match, hein, qui est le main event. Donc c'était le Fatal 4-Way, tout à fait, entre LA Knight, Jey Uso, CM Punk et Seth Rollins. Donc bien évidemment, on a pris 10 minutes pour chaque entrée, hein. Non, pas pour chaque entrée, pour les 4 entrées, parce que le public français était très chaud, mais vraiment très chaud. Donc il y a eu le hit qui a duré très longtemps. Bon, l'entrée d'Ellen Knight, ça va. C'est dit, tiens, celle de CM Punk, bah, vous connaissez, hein, c'est avec le public qui continue à chanter, etc., etc. Et celle de Seth Rollins, impérial. Le match a été intéressant parce que c'est un Fatal 4-Way, tout est possible. N'importe qui peut faire un tombé sans que le champion en titre et là peut remporter la victoire. Ce qui est important, c'était de choquer. Et c'est important de choquer les gens. Euh, L'un des general managers de SmackDown avait écarté les hommes de main, Bronson Reed et Rock Breaker de Seth Rollins. Donc, on ne savait pas si voilà, il avait une alternative pour pouvoir s'en sortir, sachant que euh, LA Knight, Jey Uso et CM Punk allaient se réunir pour voilà, on va dire détruire ce collègue Seth Rollins. Et donc Seth Rollins a réussi à trouver d'alternatives qui nous a fait, oh, voilà, on va pas se mentir, on n'était pas en mode, oh, c'est incroyable, mais ça nous a fait sourire, en mode, ah ouais, quand même, il a quand même réussi. Il a quand même réussi à trouver une alternative. Et cette alternative, c'est sa compagne de toujours, sa partenaire de vie, Becky Lynch, qui l'a aidé à remporter la ceinture et la conserver. Et par rapport à ça, ouvre encore ça ouvre encore une autre perspective par rapport à la rivalité. Et c'est ça que Seth Rollins aussi, il est très fort parce qu'il est capable de faire ça en fait.
d'où réussir à ouvrir d'autres portes pour prolonger une rivalité et une histoire pour les semaines et les semaines à venir. Parce que tout n'allait pas se terminer à Clash of Paris. Et c'est ça qui est important. Oui, c'est vrai que moi, je vais reprendre le match. Personnellement, je trouve qu'il a été assez intéressant. On a eu Ellen Knight qui nous a fait un super saut dans la table des commentateurs pour la casser. On a eu ce fameux passage justement avant l'intervention de Becky Lynch où on a Seth Rollins qui bloque la tête de CM Punk dans la chaise, qui va pour lui mettre son finish, qui finalement se fait contrer, qui se fait prendre un GTS, et puis finalement qui rebondit sur la corde, et puis revient sur les épaules, et là on voit cette fameuse tête de CM Punk souriant, comme si ce moment-là lui était offert sur un plateau d'argent. Bon, malheureusement, on a tous vu comment ça s'est fini, intervention de Becky Lynch avec un super coup dans les parties. La globalité, je trouve que ce main event, il a quand même été propre. Je trouve que, on va dire que j'ai apprécié quand même le regarder. C'était pas nul, c'était pas incroyable non plus, mais ça restait sympa. On va dire que il a bien joué son rôle de main event. Et puis, comme tu l'as dit, le fait que Seth Rollins a trouvé une nouvelle alternative pour pouvoir s'en sortir, tout ça aussi en créant du coup un peu plus d'engouement et en persévérant sur certaines rivalités, du coup ça a créé pas mal de choses intéressantes. Donc du coup en fait on finit le main event d'un PLE avec la création de quelque chose. Donc moi personnellement, je reste sur mes positions. Ce PLE, c'était un show plus plus. Et encore une fois, bah, merci aux Français d'avoir accompagné ce show plus plus. Et pour moi, c'était eux les stars de ce PLE. Tout à fait d'accord avec vous. Avant de passer à la rubrique suivante, quelle est ta note de ce PLE? Je vais pas être méchant, mais je pense que je vais lui donner une note de 3 sur 5. Bien. Et franchement, personnellement, je pense que je pourrais monter à 4 grâce à la foule. Okay. Ben, moi, ça sera une note de 4. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce Raw? Qu'en as-tu pensé? Bah écoute, on va dire que ça suit on va dire que ça suit sa story. On a eu l'intervention de Braun Breaker et de Bronson Reed face à Jey Uso, qui a pu s'expliquer de sa défaite sur le ring, qui lui-même a été interrompu par LA Knight, qui grâce à ça nous a permis d'avoir un petit main event LA Knight, Jey Uso face à Bronson Reed et à Braun Breaker. Ça a été un petit match assez intéressant. La globalité du show, on a pu avoir Asuka et Kairi Sane qui ont affronté Raquel Rodriguez et Roxanne Perez. Elles ont remporté le match. On a eu Finn Balor et Dragon Lee, la victoire de Finn Balor. On a eu un match qui m'a un petit peu moins intéressé, c'était Kofi, Xavier Wood et Grayson Waller face aux War Raiders, Ivar et Eric et Penta. Donc la victoire des War Raiders et de Penta. Et il y a un match qui m'a un peu plus intéressé dans ce show, c'est encore une fois Dominic Mysterio et AJ Styles. Peut-être que je suis un peu relou, mais on voit encore Dominic Mysterio qui grimpe dans dans le domaine du catch, qui prend un peu plus d'importance chaque show. Et le fait que AJ Styles, qui lui ramène ses performances et ses compétences, on va dire un peu comme un mentor, ben, je trouve que ça rajoute un petit côté sympa à cette ceinture intercontinentale, comme l'avait fait John Cena ou Randy Orton à l'époque. Franchement, ce Raw, il a été sympa à regarder. On a bien suivi la trame de la PLE, notamment avec l'intervention de Becky Lynch, lors de CM Punk, il demandait l'intervention de Seth Rollins. Enfin, il demandait à Seth Rollins de le rejoindre sur le ring. Finalement, c'est Becky Lynch qui est venue. Donc on va dire que le Raw est à suivre parce que il commence à se créer pas mal de choses intéressantes. Et
Et je n'ai pas d'autre chose réellement à dire. Ça reste un gros sympa à regarder. Non, moi, je veux compléter. Oui, en effet, c'est le principe d'une série. Et en fait, on, on nous amène, grâce à Clash in Paris, une certaine continuité. Raw, avec surtout l'intrigue de Seth Rollins, Becky Lynch et CM Punk, nous permettent d'aller encore plus loin par rapport à la storyline et nous permettent d'ouvrir d'autres portes qui permettent d'autres perspectives. À la fin, c'est très clair, c'est que CM Punk veut se venger. Il veut voir Seth Rollins, mais Seth Rollins ne va pas se manifester tout de suite. Donc, à la place, Becky Lynch arrive. Et Becky Lynch, comme tu l'as dit, il met une claque. Et bon, c'est CM Punk n'est pas Randy Orton avec un RKO, il aurait mis un RKO direct. Il préfère voilà, ne pas lever la main sur elle et lui dit c'est l'erreur que tu as faite, c'est de poser ta main sur moi et tu vas le regretter. Et comme par hasard, le truc c'est que le show suivant, il est à Chicago. Pourquoi dit-il cela? Ça, c'est la question qu'on se pose tous, mais on pense avoir la réponse par rapport à ça. Et c'est ça, en fait, qui permet d'augmenter euh, la note du show avec une intrigue qui est plus en promo que des matchs supplémentaires. Donc, par rapport à ça, par rapport à ce Raw, comme note, grâce à cette intrigue, moi, j'aurais mis la note de 3 à 4. Ouais, je suis d'accord, c'est une note qui est assez raisonnable. On nous maintient en haleine, on nous fait croire certaines choses, on peut penser à d'autres et non, c'est un show qui s'est bien déroulé, qui a été sympa à regarder. Alors, SmackDown, le débrief, c'était quelque chose de très, on va dire, c'était très court. Mais il n'y a pas eu énormément de matchs. Il y a eu plus de promos, donc plus d'intrigues. Et c'est ça qui a été, donc, comme je vous l'ai expliqué, la suite logique de Raw et de SmackDown. Donc, en gros, ça a commencé avec l'arrivée de John Cena qui arrive en expliquant que c'est son dernier SmackDown. Donc, comme c'est son dernier SmackDown, bah, il veut profiter de cela et remercier les fans qui l'ont accompagné pendant toutes ces années. Quand tout d'un coup, on entend la musique et l'intervention de Sami Zayn qui vient sur le ring et remercier John Cena pour toutes ces années et veut lui accorder une chose. Comme la période où John Cena était à SmackDown, quand il était champion des États-Unis, John Cena avait fait un Open Match Challenge, comme tu l'as dit par rapport à Tego, par rapport à la ceinture intercontinentale. John Cena a essayé d'amener au plus haut la ceinture intercontinentale en faisant des Open Match Challenge. Et le premier à participer à ce Open Match Challenge était Sami Zayn. Et en fait, ça fait un parallèle. Vous savez, dans les mangas, le principe du foreshadowing, mettre des informations au début et après ça se fait perturber, comme ça fait un petit clin d'œil. Et ben là, c'est pareil. Sami Zayn a voulu proposer un Open Match Challenge à SmackDown pour John Cena. Et John Cena a accepté. Et le match a commencé tout de suite. Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose? Personnellement, j'ai pas grand-chose à rajouter dans le sens où c'est vrai qu'il y a eu énormément de micros, très peu de combats, mais pourtant, ça a été un SmackDown qui a été super intéressant à regarder, notamment comme tu l'as dit, le fait que c'était le dernier SmackDown de Cena et qu'en plus de ça, on nous propose un match pour le titre, donc c'était vraiment sympa. En plus, il nous a fait pas mal de clins d'œil sur ce match face à Sami Zayn. Et bon, après, elle se transforme et elle se finit avec l'intervention de Brock Lesnar qui nous annonce donc sa prochaine rivalité. Non, c'était cool. Perso, moi, si je devais noter, je pense que je mettrais un bon petit 4 parce que bah, c'est la dernière de Cena. Et malgré tout, ça a bien été amené malgré le peu de matchs dans ce show.
Après, il ne faut pas oublier, on reste dans du divertissement. Exactement. Donc beaucoup de shows, pas beaucoup de catch, mais ça a été quand même très intéressant. Moi, j'aurais mis la note de 4 parce que ça ouvre des perspectives, ça enchaîne pendant le show. Donc, comme vous l'avez dit, Dego, l'intervention de Brock Lesnar, qui ensuite, en backstage, annonce qu'il se revoit à WrestlePalooza. Donc, le show qui va être, le prochain PLE, qui va être en septembre, le 20. Avec des matchs en mid-card, avec un match des États-Unis, donc Julia face à Michin, et un qui a été gagné par Julia. Ça aussi, c'était intéressant. Il y a eu un autre match avec Damian Priest et Aleister Black qui ont une rivalité, on va dire, plus en backstage que en promo interposé. Et le show s'est tout simplement terminé avec l'apparition de Becky Lynch à SmackDown. Normalement, ce n'est pas son show. L'apparition de Seth Rollins à SmackDown. Ce n'est pas son show aussi. Et ils attendaient qui? CM Punk. Et comme on l'a pu le voir, voilà, CM Punk qui a expliqué qu'elle allait le regretter, et ben ça nous a permis de voir le pourquoi du comment, le retour de Chili, donc qui est aussi la compagne de CM Punk et qui est venu et qui a, on va dire, tapé Becky Lynch. Et ça ouvre une autre perspective qui fait une rivalité entre couples. Et ça ouvre une autre porte. Donc bravo à Seth Rollins, à Becky Lynch, à CM Punk et à Chili à faire le taf pour pouvoir ouvrir encore une autre perspective et de ne pas toujours se concentrer sur en fait, Seth Rollins de Vision avec Paul Heyman, etc., etc. Là, ça ouvre une autre porte. Et on ne sait pas où ça va amener, mais Seth Rollins a cette capacité d'avoir plusieurs palettes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est pour ça que je dis, ça peut aller jusqu'à entre 3 et 4. Alors, pour moi, mon top, ça va être Dominique Mysterio. Franchement, il me régale. Depuis quelques temps, il fait, comme je vous l'ai dit, il fait que monter, il level up, il monte toujours de très bonnes choses. C'est un très très bon heal. Et j'ai vraiment envie de voir jusqu'où il va aller. Et s'il arrivera à passer le cap de l'intercontinental, donc du champion mid-card, à enfin un titre un peu plus sérieux, franchement, je le suis vraiment de très près. C'est vraiment le catcheur que je trouve qui a une très très bonne évolution, qui offre de très très bonnes performances. Euh, pour moi, ça sera Dominique Mysterio. Ouais, c'est génial. Ben, je suis d'accord avec toi. Dominique Mysterio en heal qui est très chiant. C'est vraiment très chiant. Qui n'a pas forcément le physique, mais qui trouve toujours des situations pour s'en sortir. Ça, je trouve que c'est un très bon profil, un très beau profil en fait pour la WWE et faut qu'il continue comme ça. Pour moi, mon top, ça va être Seth Rollins. Voilà, je l'ai déjà expliqué, hein, le pourquoi du comment. Il fait du très bon travail. Son encaissement de Money in the Bank, incroyable. Même si c'est pas cette semaine, mais l'encaissement de Money in the Bank, où il en a parlé à personne, seulement à sa famille et à Paul Heyman. La WWE n'était pas au courant. C'était incroyable. Ce qu'il est en train de réussir à créer avec The Vision, incroyable. Là, la perspective qu'il réussit à amener, parce que oui, si Jenny apparaît là maintenant, c'est parce que oui, il y a un couple dominant dans la WWE avec Becky Lynch et Seth Rollins. C'est pour ça que on est capable d'écrire une histoire avec CM Punk et Jenny. Merci Seth Rollins. Et moi, il me fait penser beaucoup à Edge en fait. Edge avec Lita, donc toujours cet empêcheur de tourner en rond qui est toujours là
à vouloir récupérer le trophée, quelqu'un d'impitoyable et qui réussit à tous les moyens de s'en sortir. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà mon top. Et pour le flop, c'est qui votre flop? Mon flop, ça va être quelqu'un que vous n'avez pas vu. Et vous devez vous poser la question pourquoi. C'est Jacob Fatou. Il est où? Où est Jacob Fatou? Moi, je comprends pas. En fait, on peut pas hyper des gens, leur donner la ceinture euh, des États-Unis et ensuite prendre cette personne et lui dire allez tiens, on va faire des lives, des live shows, fais ton chèque Fatou Chèque là où il bouge et il gigote de la tête et ouais vas-y bravo le clown. C'est pas possible de faire ce genre de choses. C'est pour ça, public de la WWE, c'est pas bien ce que vous faites. D'essayer d'hyper des gens pour leur donner 2 minutes de gloire. C'est pas bon ça. Ça fait depuis un, un bon 2 semaines, 3 semaines qu'on le voit plus. Et c'est pour ça qu'il est dans mes flops. Et vous? Eh bien, moi, sans grande surprise, mon flop, ça sera Damien Priest. Mhm. Alors, j'ai pas envie d'être méchant avec lui parce que il n'y a pas de raison. Sinon, il vient me casse la gueule. Mais c'est surtout dans le sens où j'en attends plus de lui. C'est vrai qu'à un moment donné, quand il est apparu, le Judgment Day, tout ça, bon déjà dans ses premières apparitions à la NXT, tout ça, c'était un très très bon catcheur. Je trouvais on pouvait en tirer quelque chose. Ensuite, il y a eu le Judgment Day et du coup, il a eu une transformation qui était plutôt sympa et qui pouvait amener à quelque chose. Et puis aujourd'hui, ben, ce quelque chose, c'est rien, quoi. On a une rivalité avec Drew McIntyre qui était lamentable pour moi. Là, aujourd'hui, c'est une rivalité avec Aleister Black. J'ai l'impression que c'est limite un adolescent qui se cherche, quoi. Bon, après, Ah, je sais ok. que c'est pas de sa faute et que tous les choix ne viennent pas de lui. Mais moi, j'aimerais il ait une gimmick un peu plus poussée, plus... Et je sais qu'il a les capacités et qu'il est capable. Ouais, mais désolé de parler sur votre flop, mais pour moi, c'est une cause perdue. Il essaye de faire des choses qui lui correspondent. Même Jacob, pardon, même Solo Sikoa a été capable de passer d'un côté à un autre, d'un extrême à un autre. Au départ, c'était le Solo Sikoa qui était tête vénère, etc., etc. Maintenant, le Solo Sikoa, il est carrément devenu clownesque. Il fait des mimiques, il imite les gens, etc. Et ça passe. On a l'impression que Damien Priest n'est pas capable de s'adapter. La seule chose qu'il sait raconter, c'est faire le soi-disant badass, alors qu'il n'est pas badass. Raconter en disant oui, j'étais dans la rue, je tapais les gens, etc., etc. Il sort toujours le même refrain. Et ça, et c'est énorme. Je ne trouve, je trouve aucun charisme. Désolé d'être méchant avec lui. Ça aurait pu être mon flop, hein, mais je l'ai laissé à Monsieur Tego. Mais, mais il apporte rien de plus, en fait. Et c'est ça qui est triste. Ah oui, carrément. Finalement, Jacob Batou, c'est un mini flop. Ah oui, oui, oui. Oui. Oh, oui, oui. Ryan Priest est vraiment dans la zone rouge. Là. Ah oui, oui, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette prise, mais je l'ai laissé à mon collègue. Non, pour moi, ça, voilà, mon top Dominique Mysterio, mon flop Damian Priest. Ok. Alors moi, c'est sans détour le match qui m'a le plus, c'est Cena face à Sami Zayn, pardon. Pourquoi? Mais parce que c'est le dernier match de Cena à SmackDown et que John Cena, c'est ma génération catch attack. Je l'aime. C'est comme ça. Il nous a montré un match sympathique pour le titre des États-Unis. Il a eu pas mal de gimmicks d'anciens catcheurs
et tels que Edge, qui est parti de la fédération, ou encore une petite phase à la Randy Orton. Il me semble qu'il a fait un GTS, je crois, je me rappelle plus trop, mais je crois qu'il a eu un GTS, je sais plus si c'est au PLE ou à SmackDown, mais franchement, il m'a régalé. Il m'a régalé et on sent que c'était son dernier, il s'est fait plaisir, il s'est lâché. Et le fait que, même s'il n'a pas remporté son dernier match à SmackDown, c'est pour le titre des États-Unis. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est son premier titre d'ailleurs à la WWE, je crois, les États-Unis. Oui. Donc du coup, en fait, en Oui. gros, c'est un peu, c'est presque une boucle bouclée, quoi. Pour moi, c'est une belle révérence. Dernier passage à SmackDown, match pour le titre, et franchement, il m'a régalé. Pour moi, c'est mon top The Match. Eh bien, ce sommaire est terminé, on en a fini, on a passé un petit moment à essayer d'expliquer pas mal de choses. On espère que ce nouveau format plaît un peu plus. On essaiera de s'adapter. Merci encore à tous les abonnés. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent. Je vous dis ciao ciao et force à vous. Et allez la foule française! Salut.